troisième séance consacrée à la première séquence de géographie du programme de 5e intitulée La croissance démographique mondiale et ses effets. Après avoir étudié la démographie chinoise et ses enjeux et avoir vu le gouvernement chinois se battre finalement avec sa société, tantôt pour avoir moins d'enfants, tantôt pour en faire plus, eh bien il est temps aujourd'hui de nous consacrer à la croissance démographique de pays considérés comme riches, ce qui va nous permettre de découvrir les problèmes démographiques des pays riches à travers une étude de cas comparative, les États-Unis et l'Europe. Et donc, au cours de cette séance, nous allons essayer de dégager les caractéristiques communes, mais aussi éventuellement les différences entre les croissances démographiques des États-Unis et de l'Europe, qui sont, encore une fois, des territoires riches, aux habitants considérés comme riches. Et au cours de cette première partie de séance, tu vas donc découvrir avec moi les caractéristiques de la démographie des États-Unis d'Amérique. Faire de la géographie, c'est d'abord situer dans l'espace. Donc, commençons par situer les États-Unis dans l'espace, à travers, par exemple, cette photo plutôt satellite, nous présentant les États-Unis de nuit, avec la guirlande lumineuse des grandes villes américaines qui forment la trame urbaine du pays. Donc on est en Amérique du Nord. Les États-Unis ont comme voisin au nord le Canada, l'immense Canada, au sud le Mexique, et les États-Unis possèdent 3 façades maritimes, à savoir l'océan Atlantique à l'est, face à l'Europe, l'océan Pacifique à l'ouest face à l'Asie, et puis, dépendant de l'océan Atlantique, mais formant un ensemble maritime à part, au sud, entre États-Unis, Mexique et Cuba, le golfe du Mexique. Pour être parfaitement complet, il manque sur cette photo satellite le Canada, qui est un des 50 États des États-Unis d'Amérique et qui est décroché du reste du pays qui apparaît plus au nord. Et il manque aussi l'archipel des îles Hawaï pour former la totalité, l'intégrité du territoire américain. Comme tu peux le remarquer, c'est l'intérêt d'ailleurs de cette photographie satellite USA by Night, les États-Unis la nuit. Alors déjà, cette photo est un trucage parce que les États-Unis d'Amérique sont tellement immenses et sont partagés entre plusieurs fuseaux horaires, donc il est impossible qu'ils fassent nuit en même temps, aussi bien sur la côte est, c'est-à-dire façade atlantique, que sur la côte ouest, c'est-à-dire en façade de l'océan Pacifique. Donc c'est un trucage, cette photographie satellite. Mais peu importe. Ce qui est évident, c'est que le peuplement, enfin en particulier les villes, donc le peuplement des États-Unis, est inégalement dense et que l'essentiel du peuplement des États-Unis se fait dans une moitié est du pays, ainsi que sur une petite bande littorale en façade de l'océan Pacifique, et qu'entre les deux, c'est-à-dire une petite moitié ouest du pays, on a un peuplement qui n'est pas inexistant, bien sûr, mais qui est quand même très, très clairsemé, qui est beaucoup moins dense,
Et cela s'explique notamment par la présence d'un ensemble montagneux qui occupe à peu près un tiers du pays, le tiers ouest du pays, et qui est donc d'une mise en valeur beaucoup plus contraignante, moins facile, plus éloignée aussi de l'Europe dont sont originaires beaucoup des habitants des États-Unis d'aujourd'hui. Donc toutes ces raisons font que la moitié ouest du pays est nettement moins peuplée. Ce que l'on peut vérifier avec une carte un petit peu plus classique, qui nous montre bien que le pays est littéralement coupé en deux moitiés, que la moitié est est à la fois la plus densément peuplée et de loin la plus urbanisée, avec notamment New York, Boston, Chicago, ainsi qu'en partie le littoral pacifique avec San Francisco et Los Angeles, et qu'entre les deux, c'est-à-dire dans une bonne moitié ouest du pays, à part quelques îlots de peuplement autour par exemple de Salt Lake City ou de Phoenix ou de Denver, on n'a pas grand-chose. Et d'ailleurs, globalement, on retrouve donc des déséquilibres comme on a pu les retrouver en Chine, au niveau de l'occupation de l'espace, et globalement, les États-Unis sont un pays qui ne risque pas la surpopulation, puisque la densité moyenne actuelle est autour de 36 habitants au kilomètre carré, c'est-à-dire 4 fois moins que la densité de population moyenne française. Mais c'est pas parce que les États-Unis sont un pays finalement assez peu densément peuplé qu'on n'a pas affaire à une des principales populations de la planète. Parce que si tu regardes maintenant ce graphique, eh bien comme tu peux le constater, les États-Unis sont aujourd'hui la troisième population au monde, avec à peu près 330 millions d'habitants. Alors évidemment, c'est beaucoup moins que l'Inde ou que la Chine, c'est donc à peu près 4 fois moins, presque 5 fois moins que la population des deux pays qui précèdent les États-Unis. Mais les États-Unis sont quand même sur la troisième marche du podium, comme quoi on peut être très nombreux et avoir une faible densité de population, tout simplement parce que les 330 millions d'habitants des États-Unis vivent sur un immense territoire, un État-continent de près de, pas tout à fait, d'environ 9 500 000 km². C'est-à-dire que le territoire des États-Unis, à lui tout seul, est presque aussi vaste que le territoire du continent européen. Ceci explique donc cela. Alors maintenant qu'on a situé notamment dans l'espace le territoire américain et qu'on a situé la population américaine dans la hiérarchie mondiale et qu'on s'est rendu compte que finalement la population des États-Unis c'est quand même la troisième la plus importante au monde, eh bien intéressons-nous au comportement démographique des États-Unis. Et donc je te propose de découvrir avec moi les courbes des taux de natalité et de mortalité des États-Unis, la natalité en bleu, la mortalité en jaune, en pour 1000, comme il se doit, pour 1000 habitants. Et donc, comme tu le sais, maintenant j'espère, l'espace entre les deux courbes constituera le solde naturel, autrement dit l'accroissement naturel des États-Unis, de la population des États-Unis. Et comme on peut le voir, si on s'intéresse à la courbe de la natalité,
la natalité des États-Unis a connu des jours meilleurs, puisque en 2021, le taux de natalité n'était que de 12 pour 1000, c'est-à-dire à peine finalement la moitié de celui de 1950. Donc pour dire les choses plus simplement, la natalité aux États-Unis a été divisée par 2 entre 1950 et 2021. Et que pendant ce temps-là, eh bien, la mortalité est restée plus ou moins stable, a très faiblement baissé, puisqu'on est passé de presque 10 pour 1000 à 9 pour 1000. Donc, on peut dire que la mortalité est restée remarquablement stable sur toute la période. Alors maintenant qu'on a situé notamment dans l'espace le territoire américain et qu'on a situé la population américaine dans la hiérarchie mondiale et qu'on s'est rendu compte que finalement la population des États-Unis c'est quand même la troisième la plus importante au monde, eh bien intéressons-nous au comportement démographique des États-Unis. Et donc je te propose de découvrir avec moi les courbes des taux de natalité et de mortalité des États-Unis, la natalité en bleu, la mortalité en jaune, en pour 1000, comme il se doit, pour 1000 habitants. Et donc, comme tu le sais, maintenant, j'espère, l'espace entre les deux courbes constituera le solde naturel, autrement dit l'accroissement naturel des États-Unis, de la population des États-Unis. Et comme on peut le voir, si on s'intéresse à la courbe de la natalité, la natalité des États-Unis a connu des jours meilleurs, puisque en 2021, le taux de natalité n'était que de 12 pour 1000, c'est-à-dire à peine finalement la moitié de celui de 1950. Donc pour dire les choses plus simplement, la natalité aux États-Unis a été divisée par 2 entre 1950 et 2021. Et que pendant ce temps-là, eh bien, la mortalité est restée plus ou moins stable, a très faiblement baissé, puisqu'on est passé de presque 10 pour 1000 à 9 pour 1000. Donc, on peut dire que la mortalité est restée remarquablement stable sur toute la période. Et donc, à partir du moment où la mortalité reste parfaitement stable, mais que la natalité est divisée par 2, eh bien, forcément, le solde naturel baisse. Il baisse très fortement, puisque à l'époque du début de notre graphique, c'est-à-dire en 1950, le taux de natalité, enfin le taux d'accroissement naturel, le solde naturel était d'environ 14 pour 1000. Si on faisait taux de natalité moins taux de mortalité, on arrive à peu près à 14 pour 1000. Ça, c'était en 1950. En 2021, on n'est plus qu'à 3 pour 1000 seulement, c'est-à-dire que la population n'augmente quasiment plus, que le 31 décembre 2021, quand il y avait eu au début de l'année 1000 habitants, finalement ils ne sont que 1003, c'est-à-dire à peine plus en un an, c'est ça que ça veut dire. Et en fait, c'est une situation qui est très régulièrement constatée sur le graphique, puisqu'en fait, la baisse est appelée à se poursuivre au niveau de la natalité, même si la baisse va maintenant être beaucoup plus faible. Mais ça tient au fait que la natalité elle-même est à des valeurs planchers historique. On n'a jamais fait aussi peu d'enfants aux États-Unis. Donc on sera aux alentours de 10 pour 1000 vers 2050, c'est-à-dire au même niveau que la mortalité, parce que là encore, c'est comme en Chine, une population qui ne fait plus d'enfants est une population qui vieillit, et donc une population qui vieillit voit mécaniquement
son taux de mortalité remonter. Alors pas de manière spectaculaire, hein, puisqu'on va passer de 9 à 10 pour 1000 dans les 25 prochaines années, mais c'est le début. Et donc ça veut dire qu'en 2050, il sera facile à calculer le solde naturel de la population des États-Unis, puisqu'on devrait être aux alentours de 0 pour 1000. Et que si les deux courbes restent sur leur logique, eh bien la courbe de la mortalité devrait passer par-dessus celle de la natalité, et on devrait commencer à enregistrer un solde naturel négatif. C'est-à-dire qu'en clair, non seulement la population des États-Unis va vieillir, mais elle va en plus, logiquement, baisser. Comme en Chine finalement. Un petit mot sur la mortalité infantile, c'est-à-dire le nombre d'enfants qui meurent avant l'âge d'1 an pour 1000 naissances. Alors, si étudier le taux des États-Unis pour le taux des États-Unis, qui est à peu près 9 pour 1000, ça n'a aucun intérêt. Dire que 9 bébés meurent pour 1000 naissances avant de fêter leur premier anniversaire, aujourd'hui, en 2021, ça n'a d'intérêt que si on compare par rapport à d'autres pays. Donc, si on compare avec la carte à l'échelle mondiale, alors, la carte, elle est un petit peu plus ancienne parce qu'elle remonte à 2006, mais en démographie, les choses évoluent pas très très rapidement. Donc on peut considérer que cette carte est encore valable. On voit très clairement que les États-Unis sont un pays riche, puisque, comme l'Europe, comme le Japon, comme l'Australie et l'Océanie, enfin l'ensemble océanien, c'est-à-dire ce qu'on appelle en termes économiques le Nord, eh bien ces pays riches ont en commun d'avoir une très faible mortalité infantile. Un enfant qui naît aux États-Unis a des chances très fortes de survivre aux maladies infantiles notamment et de vivre au moins jusqu'à l'âge adulte et très largement. Ce n'est pas le cas dans de nombreux pays d'Afrique, voire d'Asie, et notamment de l'Afghanistan. Autre caractéristique de la fécondité de la population des États-Unis, c'est son indice de fécondité qui est notoirement bas, notoirement faible, notoirement insuffisant, de plus en plus bas, de plus en plus faible, de plus en plus insuffisant, puisque je te le rappelle, pour qu'une génération soit remplacée par la suivante, il faudrait que chaque femme donne naissance à 2,1 enfants dans sa vie de mère. C'est arrivé en 2008, très brièvement, mais ça n'arrive plus aux États-Unis depuis, et ça arrive même de moins en moins, puisque l'indice de fécondité est tombé à 1,65 en 2020. Donc ça veut dire en clair que les femmes américaines font de moins en moins d'enfants, et qu'évidemment, avec un indice de fécondité aussi bas, on peut s'attendre à ce que la natalité soit faible, et c'est justement le cas. Donc tous les indicateurs sont au rouge en ce qui concerne la natalité américaine. Ce qui sauve pour l'instant la société, la population et l'économie américaine d'un désastre démographique pourtant annoncé, c'est l'immigration. Qu'elle soit d'ailleurs désirée ou pas, c'est l'immigration qui apporte l'indispensable sang neuf démographique à la population américaine. Parce qu'aujourd'hui, l'immigration, c'est à peu près, pas tout à fait la moitié, mais presque, c'est 40% de la croissance démographique américaine. C'est-à-dire que si, malgré l'effondrement de la natalité,
la population américaine continue pourtant à augmenter et à se maintenir sur la 3e marche du podium mondial, elle le doit à ses nouveaux habitants, dont 40 sont nés à l'étranger, car sur 100 habitants, 40 sont nés à l'étranger, car ils sont des immigrés. Cette réalité un peu macabre te permet donc de comprendre que les immigrants, c'est-à-dire encore une fois les étrangers qui viennent s'installer aux États-Unis, qu'ils soient légaux ou qu'ils soient clandestins, peu importe, eh bien, on peut les ranger selon leurs origines géographiques. C'est ce que te propose ce graphique circulaire. Et si on additionne donc tous les migrants venus d'Amérique centrale, du Sud ou de la zone des Caraïbes, c'est-à-dire les voisins des États-Unis, on obtient à la louche plus de 50% des migrants. Et donc après, ça doit faire à peu près 55%. Et le reste se partage essentiellement entre l'Asie et l'Europe. Et ça n'est pas d'ailleurs sans conséquence sur le peuplement des États-Unis et sur la répartition des ethnies, c'est-à-dire des peuples, des groupes ethniques, hein, parce qu'il n'existe pas de race pour l'humanité. Mais bon, il existe des groupes ethniques. Et le poids démographique des groupes ethniques aux États-Unis est actuellement bouleversé à relativement grande vitesse, sachant qu'en démographie, je te rappelle que on raisonne sur des temps plutôt longs. Mais là, il y a un bouleversement en marche qui, là encore, devient un enjeu politique majeur aux États-Unis entre ceux qui sont ouverts à la diversité ethnique et puis ceux qui se replient sur l'identité blanche européenne, parce que en 1997, les blancs d'origine européenne représentaient pratiquement les 3/4 de la population aux États-Unis, mais que cette proportion est en train de baisser considérablement puisque les blancs d'origine européenne en 2050 ne devraient plus représenter qu'à peine un habitant des États-Unis sur 2, tout simplement parce que des groupes ethniques sont en train de monter en puissance dans la population américaine. Alors pas tellement les Noirs, parce que les Noirs ne seront pas beaucoup plus nombreux en 2050 qu'ils ne l'étaient en 1997, mais par contre les Hispaniques, c'est-à-dire les Sud-Américains, les Mexicains et les autres vont voir leur proportion pratiquement doubler dans la population, tout comme les Asiatiques d'ailleurs, qui vont passer de 4 à 8%. Donc en clair, moins de Blancs, plus de Sud-Américains, d'Hispaniques, qui parlent l'espagnol, de religion catholique, et plus aussi d'Asiatiques dans la population. On vient de voir que la population américaine, bien qu'elle soit en panne d'enfants, va quand même continuer à augmenter grâce à son immigration. Par contre, il faut qu'on s'interroge aussi sur son vieillissement à la population des États-Unis. Parce que le vieillissement ne sera pas, malgré tout, stoppé par la jeunesse apportée par les jeunes immigrants hispaniques ou asiatiques. Parce que si tu regardes ce graphique qui te présente un siècle d'espérance de vie aux États-Unis, c'est-à-dire, je te le rappelle, le nombre d'années qu'un homme ou une femme né dans un pays peut espérer pouvoir vivre à sa naissance, eh bien, on constate que là, l'espérance de vie, elle ne fait pas comme la natalité, bien au contraire. L'espérance de vie augmente très fortement, puisque en 1920, un Américain pouvait espérer vivre 54 ans,
Et que ce même Américain, en 2018, en naissant en 2018, pouvait espérer vivre pratiquement 78 ans. Et ça, c'est une moyenne. Et ça place les États-Unis d'Amérique dans le peloton de tête des pays de la planète pour ce qui concerne l'espérance de vie. C'est une des plus élevées au monde. Avec, toutefois, je te le signale, une petite parenthèse, quand je te dis que la démographie, c'est du temps long, que les choses changent rarement brutalement, il peut y avoir des exceptions, puisqu'on a constaté que, et c'est très rare dans un pays considéré comme riche, on a constaté que brutalement, puisque c'est sur seulement quelques années, l'espérance de vie à la naissance aux États-Unis a enregistré une baisse assez significative, puisque les États-Unis ont perdu plus de 2 ans, entre 2 et 3 ans d'espérance de vie, avec toujours le décalage homme-femme. Mais l'espérance de vie américaine a reculé. Alors ça s'explique notamment par la très mauvaise gestion de la crise mondiale du Covid à la fin des années 2010, mais ça s'explique aussi par de fortes inégalités sociales, avec une médecine qui n'est pas accessible aux plus pauvres aux États-Unis, et oui, il faut le savoir, et aussi par le fait qu'il y a un phénomène inquiétant chez les Américains de prise de drogue, et pas seulement de la cocaïne, mais aussi de médicaments, qui provoquent une hausse particulièrement alarmante des overdoses, des morts accidentelles par surconsommation de médicaments notamment, et tout cela pèse en négatif sur l'espérance de vie. Mais malgré tout, elle reste une des plus élevées au monde. Et du coup, c'est la double peine pour la population américaine. Quand on ne fait plus d'enfants, mais que l'espérance de vie est l'une des plus élevées au monde, et forcément, le vieillissement est accéléré. Et donc, comme tu peux le voir, le troisième âge qui ne représentait qu'à peine plus de 10% de la population totale des États-Unis en 1975, en représente aujourd'hui près du quart, c'est-à-dire presque 2 fois et demi plus. Et on voit des choses qui peuvent paraître un peu choquantes. C'est aux États-Unis des seniors du 3e, voire du 4e âge, parce que le 3e âge, c'est à partir de 65 ans, mais 85 ans, on est déjà dans le 4e âge. Et on voit des gens qui continuent à travailler. Alors certains, c'est peut-être par passion, pour le plaisir, pour pas s'ennuyer, mais la plupart du temps, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de vivre convenablement de leur retraite et que s'ils veulent pouvoir se nourrir ou se loger, il leur faut parfois continuer à travailler comme s'ils étaient jeunes, quoi. Et cela pose à la société américaine, qui est considérée comme riche, mais qui est encore une fois très profond et inégalitaire, cela pose le problème de l'accès aux soins, parce que c'est pas parce qu'on vit dans un pays riche d'abord qu'on est soi-même riche, et c'est pas parce qu'on vit longtemps, vieux, avec une forte espérance de vie, qu'on vit forcément en bonne santé, ça n'a rien à voir, au contraire. Donc les frais médicaux, le coût de la santé lié au vieillissement de la population est en train d'exploser, tout comme d'ailleurs le nombre des personnes du 3e âge, et au fond c'est logique. Donc on voit que la part du budget fédéral, c'est-à-dire la part du budget total des États-Unis, il a été multiplié pratiquement par 7 entre 1970 et 2020. Autrement dit, le vieillissement coûte de plus en plus cher à la société américaine. Et c'est pour ça d'ailleurs que les migrants dont on ne veut pas toujours, quand ils travaillent et qu'ils payent des impôts, ils vont participer au financement des frais médicaux du 3e âge des États-Unis. Alors après,
puisqu'on est en géographie, qu'en géographie, il faut toujours se repérer dans l'espace, essayons de voir, dans ce puzzle à 50 pièces que sont les États-Unis d'Amérique. Alors encore une fois, ne cherche pas ni les îles Hawaï, ni le Canada sur cette carte, ils sont pas représentés, mais on a les 48 autres États des États-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a cartographié, alors là aussi la carte n'est pas totalement récente, mais j'ai pas trouvé mieux. On a par État des États-Unis, donc comme la Californie par exemple ou le Texas, on a la croissance annuelle en pourcentage, c'est-à-dire le solde naturel, État des États-Unis par État des États-Unis, sauf que au lieu que ça soit en pour 1000, il est ramené en pourcent. Donc ça veut dire par exemple que le Texas, là qui se trouve juste au nord du Mexique, a une croissance annuelle supérieure ou égale à 2%. Donc ça veut dire que quand il y avait 100 Texans au 1er janvier, à la fin de l'année, par le jeu des naissances et des décès, quand ils étaient 100 au 1er janvier, ils sont 102, 103, 104 au 31 décembre. Et donc plus on va vers le rouge, plus on va vers des croissances démographiques fortes. Quand on va dans le blanc cassé ou quand on va, pire encore, dans le vert, comme dans l'état du Michigan, dans la région des Grands Lacs, quasiment à la frontière avec le Canada, alors là, on est dans des croissances qui sont très faibles ou qui sont carrément négatives. Et on voit finalement que c'est la moitié, finalement, la moins peuplée des États-Unis d'Amérique, si tu t'en souviens, qui possède la croissance naturelle la plus élevée du pays, c'est-à-dire la moitié ouest, ainsi que le quart sud-est du pays, c'est-à-dire notamment la Floride, et que dans les deux cas, que ce soit pour la moitié ouest ou pour le quart sud-est, ça s'explique par une natalité plus forte que partout ailleurs dans le pays, mais encore une fois, cette natalité, elle est sous-tendue par l'immigration. C'est-à-dire que ce sont les hispaniques, là, les sud-américains, les mexicains, qui s'installent dans les États frontaliers, c'est-à-dire le Texas, Nouveau-Mexique, l'Arizona, etc., ou la Californie, ou les gens venus des Caraïbes, qui sont venus s'installer en Floride, dans les deux Carolines ou en Géorgie, et qui font les enfants que les autres habitants des États-Unis ne font pas ou ne font plus. Et ce déséquilibre démographique entre l'Ouest peu peuplé mais beaucoup plus dynamique sur le plan de la croissance démographique est accentué par les migrations intérieures, c'est-à-dire les flèches en bleu. C'est-à-dire que ce sont les États qui sont actuellement les moins dynamiques, ceux qui font le moins d'enfants, ceux qui vieillissent le plus, qui constituent également des foyers de départ. C'est-à-dire que beaucoup d'Américains déménagent du quart nord-est des États-Unis et vont s'installer, notamment pour des raisons économiques, parce que c'est là que se trouve maintenant le travail, vont aller s'installer sur la côte pacifique, notamment en Californie, ou vont s'installer au bord du golfe du Mexique. Et donc du coup, ça aggrave encore plus les problèmes du nord-est qui, encore une fois, est en crise démographique et qui voit une partie de ses habitants, notamment les plus jeunes, déménager au profit des territoires les plus fertiles, les plus dynamiques sur le plan démographique et qui constituent les foyers d'accueil des Américains qui déménagent d'un bout à l'autre du pays.